On n'a jamais pris de vacances. 2 fois, on a pris des vacances avec nos enfants. Notre vie, c'était la famille et les vaches, quoi. Perchissime, le magazine audio du Perche. Perchissime vous invite à prendre le temps de rencontrer des habitants du Perche qui, pour ce qu'ils sont ou par ce qu'ils font, contribuent à façonner le caractère et la vie du territoire. Vous les entendrez raconter leur histoire avec le Perche, recommander les lieux qu'ils préfèrent et se confier sur la façon dont ils font vivre la région. Vous y découvrirez des histoires de vie singulières, des talents insoupçonnés et des adresses méconnues. Je suis Amélie Dague et je vous souhaite la bienvenue dans Perchissime. Quand ils se sont installés à 20 ans à peine en tant qu'éleveurs de vaches laitières à Coulonges-les-Sablons, Bernadette et Jean-Luc Buquet étaient convaincus qu'ils allaient faire tourner la terre autrement. 40 ans plus tard, ils reviennent pour les auditeurs de Perchissime sur leur rude vie de paysans, les multiples galères qu'ils ont rencontrées, les sacrifices que cette vie a imposés à leur famille et dont ils ont fini par tourner la page après avoir essayé encore et encore de tenir debout. En les écoutant, je me dis qu'il faut être sacrément solide pour se relever des tempêtes qu'ils ont traversées, et puis profondément unis aussi, en tant que couple et que famille. C'est sûrement cette famille, justement, qui leur a donné la force de tenir et de regarder aujourd'hui leur parcours sans colère ni amertume. Et puis il y a la musique aussi, la passion de Bernadette, qui a toujours été présente dans sa vie et à laquelle elle consacre une grande partie de son temps aujourd'hui. Je suis sincèrement reconnaissante à Bernadette et Jean-Luc de s'être confiés à mon micro et très heureuse de vous offrir le récit de leur histoire avec le Perche. Bonne écoute. Je suis arrivée dans le Perche, j'avais 6 ans. J'ai grandi à Nogent-le-Rotrou après. Je suis allée à l'école à Nogent-le-Rotrou et après je suis partie en faire des études ailleurs. C'est là qu'on s'est croisés. Et puis après, en revenant de cette formation, j'ai cherché un travail et j'ai trouvé à Coulonges-les-Sablons. En 79, j'avais donc 21 ans. J'étais vachée porchée. En haut de la colline là, des gens, un couple qui connaissait mon papa, qui était technicien agricole sur Nogent. Et puis moi j'avais mis une annonce dans la France dans Agri7. Et il s'est dit allez, pourquoi pas une fille, parce que quand même c'est pas un métier où on embauche des filles. J'étais la seule en formation avec 23 garçons. J'ai attendu longtemps par rapport à tous les mecs pour trouver un boulot. Je voulais pas faire femme de ménage. Chanter, ça a commencé quand j'étais petite. Maman, elle nous chantait des chansons. Quand on est arrivé à Nogent, papa, il a découvert les veillées pendant sa formation d'adulte. Et donc ils ont chanté pendant ces veillées-là. Et il a dit, mes enfants feront de la musique. Donc voilà. Quand on est arrivé à Nogent, inscription à l'école de musique. Obligation, il nous battait la mesure. Raide. Et puis il nous a envoyé faire des colos chantantes, il nous obligeait à chanter dans les réunions de famille. Il nous disait, vous avez le privilège de faire de la musique, vous n'avez pas le droit de garder ça pour vous toute seule. Donc voilà, j'adore ça. Ça m'a fait du bien tout le temps. Pourquoi je suis arrivé là, moi? C'est parce que moi j'ai fait une formation agricole, un BEP agricole au lycée agricole de C. J'avais 2 objectifs dans la vie, même à 18 ans. J'avais un objectif de devenir paysan et de créer une famille. Pour moi, c'était impensable de faire autrement. Moi, je suis issu d'une famille nombreuse. J'ai plein d'excellents souvenirs d'une famille nombreuse. Une famille où il y avait mon père qui travaillait, qui était facteur.
Et ma mère, c'est... À l'extérieur? Oui, et ma mère s'est toujours attachée à faire vivre la maison. Donc moi, j'avais ça dans la tête. Donc à l'issue du lycée agricole, eh bien, il a fallu que je suis parti travailler un petit peu à droite à gauche, mais je suis jamais allé très loin en fait. Je suis resté dans la région. Je suis originaire de l'Aigle. Donc j'ai travaillé un petit peu dans le bocage, un petit peu autour de l'Aigle, un petit peu pendant quelques années. Et puis j'ai fait une formation spécifique pour être vacher porcher, là où j'ai rencontré Bernadette. Et puis, comme Bernadette a donc trouvé un travail à Coulonges, là, tout près, moi je me suis rapproché, parce que c'était plutôt moi qui devais bouger, c'était plus facile pour moi en 79-80 de trouver du boulot, de bouger, quoi, plutôt que Bernadette c'était pas facile pour elle. Et puis donc, la proximité du travail nous a fait connaître des anciens agriculteurs qui allaient arrêter, qui nous ont proposé éventuellement de reprendre l'exploitation en 1981. Et donc on a repris l'exploitation là, à Coulonges, tout près de Bretoncelle en fait. Tous les deux, on avait 21 ans. Ouais. Moi j'ai été embauchée en novembre 79 à Coulonges. Je montre parce que c'est là-haut. Là. En juillet 80, mes patrons ils sont partis en vacances. Ils se sont tués sur la route des vacances, en allant. Donc, il restait les enfants. La fille aînée, elle était pas tout à fait majeure. Elle a eu 18 ans au mois de décembre d'après. Et eux, ils se sont tués le 20 juillet 1980. Moi, j'avais 9 mois d'expérience chez eux. Même pas. 8 mois d'expérience chez eux. Je faisais le boulot de vacher et il y avait plein de trucs que je connaissais. J'avais pas encore découvert, quoi. Ils ont embauché un chauffeur. Un chauffeur. Avec qui on s'est bien entendu, qui nous a fait découvrir le bio. C'était des vaches laitières, ouais. Des vaches laitières, mais il y avait plein de boulot autres, quoi. Puis moi, je suis pas née dans une ferme. Moi, j'ai choisi ce métier-là parce que je crois que c'est un métier que j'admire. J'avais loin d'avoir des compétences et les capacités pour faire ça. J'avais pas d'expérience, j'avais de la volonté, mais mon dos, là, en a pris un coup. Donc, et puis, j'étais bien entourée. J'étais bien secondée. Sinon, je suis beau, moi. Faut te donner plein de coups de main, toi. On était jeunes, on avait de l'énergie. Mon père était donc facteur, et ma mère, elle avait un tout petit troupeau de vaches. Elle avait 2 ou 3 vaches. J'étais toujours dans les robes à ma mère, à bouiner autour des vaches. Donc ça a dû rester, quoi. Et encore aujourd'hui, j'adore les vaches. Mais je sais pas vous dire pourquoi. J'ai une attirance pour ces bestioles. On y a laissé beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, parce que c'est très très prenant. Pendant 30 ans de métier, on n'a fait que ça. Mais je pouvais pas faire autrement. J'aimais pas du tout les autres productions. Et puis, je le disais tout à l'heure, je suis un peu un ours, donc le grand air me va très bien. La nature. Non seulement te va très bien, mais t'en as vraiment besoin. C'est indispensable, je ne peux pas faire autrement. Donc on s'est installé, très jeune. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur parce que... c'est une erreur, oui. Comment expliquer ça? L'enthousiasme était... On avait plein d'idées, quoi. Pas d'expérience. On a fait des grosses conneries qui nous ont plombé pendant des années, quoi. Qui ont peut-être été 15 ans après, 20 ans après... à cause de l'arrêt de la profession, quoi, parce qu'on s'était trop endetté, on était des gamins, quoi, faut dire ce qui est, moi je crois, hein. On s'est installé en 81, on s'est marié en 81, et là on était convaincus qu'on allait faire tourner la terre autrement. alors quand on voit ça après, ça nous fait rire, quoi, parce que franchement, on n'était pas prêts, quoi. On n'était pas prêts on a manqué de réalisme, quoi. Et puis ça a failli nous faire mourir, hein. Enfin économiquement, hein. Donc c'était lourd de conséquences.
Parce que, par exemple, on avait dans l'idée, on disait ah non, on ne veut plus acheter de soja. Hein. Soja, ça fait crever les paysans d'Amérique latine en 81 déjà. Donc, on va pas participer à les faire crever. D'autant plus que comme on faisait du MRJC, il y avait à ce moment-là, il y avait un évêque qui avait écrit un article en disant aux paysans français, surtout vous occupez pas de nous, mais passez-vous de soja, quoi. Il disait ça, il disait surtout c'est ça qui va nous faire mourir. Si vous achetez du soja chez nous, vous allez engraisser les multinationales, mais vous n'allez pas nous faire vivre, nous. Donc nous, on s'est dit, on vit de pied. Donc vous voulez produire nos protéines. Donc mais on n'était pas prêt, le système n'était pas prêt, il y avait la pression du développement agricole était dingue, la pression de la banque, c'était très très puissant, quoi. Donc, puis on avait une formation. Puis on avait une formation. High-tech un peu. Ouais, on avait une formation. En vache laitière. Donc on n'a pas su faire ce qu'il faudrait faire aujourd'hui dans d'autres domaines, une bonne transition, quoi, entre ce qu'on avait appris et le chemin qu'on voulait aller. Donc on s'est planté un peu. Il fallait qu'on s'équipe, fallait qu'on s'endette plus. Et on a qu'on s'use la santé. Qu'on s'use la santé parce qu'on n'avait pas tellement de fric, il fallait qu'on fasse beaucoup de boulot à la main. Donc ouais, c'est ça. C'est pour ça que le perche est joli, mais je pense pas que ce soit dû au perche. Je pense que c'est dû plutôt à un milieu professionnel que... La propriété privée, c'est un sacro-saint concept qui est irrémédiable en cause. L'objectif, c'est qu'il n'y ait plus qu'un paysan sur Terre, puisqu'ils s'agrandissent tous. Tout le temps. Le perche n'y échappe pas. On a encore une belle région, mais d'ailleurs, il y en a beaucoup moins. Le bocage perchant, l'élevage dans le perche, les vaches elles sortent plus, enfin presque plus. On n'en voit pas beaucoup des vaches. Moi je me rappelle quand on circulait en voiture pour occuper les enfants, on leur disait comptez les vaches, quelle couleur il y a. Enfin, aujourd'hui, on leur dit est-ce que vous voyez des animaux? On a été 22 ans paysans. 22 ans. Toi, t'as continué de faire des remplacements de vachers. En fait, moi, j'ai pas choisi le perche, en fait. Mais je regrette pas du tout, hein, parce que j'ai choisi Bernadette. J'ai choisi Bernadette. Voilà, c'est ça. J'ai suivi, moi. Et mais je regrette pas, hein. On avait une ferme. On était content de trouver cette ferme-là parce que c'était une ferme vraiment groupée. Parce que les vaches, ça mange soi-même l'herbe et ça peut ramasser tout seul. Il n'y a pas besoin de mettre des machines et tout ça. Donc nous, on était contents que la ferme soit groupée et que c'était vraiment une ferme d'élevage, quoi. On n'a jamais pris de vacances. 2 fois, on a pris des vacances avec nos enfants. Notre vie, c'était la famille et les vaches, quoi. Ouais. Bernadette faisait de la musique, elle pourrait en parler. Elle faisait de la musique, elle a arrêté, quand on s'installait, elle a arrêté la musique pendant 15 ans. Oui, à peu près. Oui. Jamais arrêté totalement. Hein, la flûte, elle était toujours... elle était sortie pour les anniversaires. Voilà. Mais moi, ça me manquait pas trop, quoi. C'était comme un poisson dans l'eau. J'aurais bien aimé en vivre un peu mieux. Toi, t'as plus souffert de ça, quoi. Ouais, on avait surtout une baraque presque insalubre. Propriétaire, c'était voulait rien faire. Pas des conditions faciles. Mais moi, j'ai vécu tout ça tout petit, quoi. Ouais. L'austérité, la maison. Moi, je me rappelle quand on était môme, on n'avait pas l'eau au robinet, quoi. Pas l'eau au robinet. Et ma mère, avec la machine à laver, à la fin, on mettait le gaz dessous, on chauffait la machine au gaz, la machine à laver au gaz. Donc moi, je trouvais que c'était déjà pas mal. On avait l'eau courante. J'exagère. Mais bon, au fur et à mesure, c'est toi qui as fait les améliorations dans la maison. Ça amélioré, mais puis vraiment, moi aujourd'hui, ça me permet de relativiser quand je vois les jeunes, mes enfants ou d'autres qui sont plein de folie, quoi, plein d'utopie. Je me dis, mais c'est génial, mais on était comme ça, et puis tant pis, il faut y aller, va vite ta vie. Un jour, tu vas choisir vraiment si c'est la bonne voie ou pas. Tu vas te faire tu vas manger un peu de poussière peut-être ou pas. Mais à faire des erreurs, on a été obligés de rentrer dans les rails à un moment parce qu'il fallait qu'on produise du lait, quoi. Il fallait qu'on paye nos factures. Monsieur Buquet, vous êtes en situation de dépôt de bilan. Je vous donne 3 mois pour redresser l'affaire. Pour donner des signes. Pour donner des signes de vie, de survie, quoi. Là, on est obligé de reprendre un peu des rails, quoi.
Et là, on s'est rendu compte, en regardant notre vie, on s'est rendu compte qu'on avait appliqué les techniques qu'on avait appris et sans s'écouter nous. Et on avait la moitié de la ferme en maïs. Donc c'était contre notre intérieur, quoi. Moi j'avais plein d'incompétences. On a fait des céréales. C'est les voisins ou le gars de la coopérative qui passait qui me disait non, t'as vu ton blé, il est disparu. Ah bon, pourquoi? Il y a des limaces. Il y avait plus de blé dans le champ. Moi j'avais pas vu. J'étais à m'occuper de mes vaches. Moi je pensais que les vaches laitières, elles ont besoin d'énergie en plus de l'herbe. La céréale, c'est un aliment riche en énergie. Et l'herbe, si on l'exploite bien, c'est un aliment équilibré ou riche en protéines. Donc on se dit aujourd'hui, on avait raison 20 ans trop tôt, peut-être 40 ans trop tôt. Et moi ça me reste un peu sur le... ça me reste un petit peu sur le cœur, quoi. Je me suis dit, bon, si je m'installais aujourd'hui, que je mène au bout le projet qu'on avait à cette époque-là, ça marcherait. Oui, parce qu'on a commencé dans un sens. On a produit du lait, high-tech, quoi. Du lait comme on avait appris à l'école. Et puis on y arrivait bien, hein. Mais dans le fond, nous, c'est pas ce qu'on souhaitait. On se disait bon, un jour on va produire notre, mais il fallait qu'on commence, quoi. Ouais. Donc quand le manquait nos amis, hein, on l'a fait. Oui. C'est ça qui nous a sauvés. C'est que on dit qu'il faut qu'on fasse autrement et on passe en bio. On est passé en bio en 94. Ouais. Les 3 ans de reconversion. Et on s'est mis à transformer du lait. On a fait des yaourts, des fromages, transformer toute notre production. Et c'est ça qui nous a sortis. Hein. Ouais. On a arrêté l'exploitation parce qu'on s'est mis en GAEC à 4 personnes. Bernadette et moi, ça faisait 2. Un frère. Et puis un autre gars qui était spécialiste en fromage. Qui est un gars très compétent, mais on avait 10 ans d'écart. On n'avait pas la même vue sur le développement. On avait plein de choses différentes, ça n'a pas marché, quoi. Ça n'a pas marché, et là, on a mangé la poussière. On est reparti à moins que 0, 25 ans après. C'était raide, hein. Mais là, on a arrêté parce que moi, j'ai eu des problèmes de hanches. J'avais 40 ans, il fallait qu'on mette des prothèses de hanches parce que je pouvais plus tenir debout. Ouais, et donc, j'étais convaincu que je ne pourrais jamais reprendre une activité normale, quoi. Donc, on a arrêté. On s'est dit, rideau. Puis on a cherché du boulot. On a fait divers boulots, divers petits boulots chacun. Il y a un truc qui est, moi, je trouve très important. C'est que quand on s'est installé, qu'on était jeune, on n'avait pas notion de ce que c'était que la merde, quoi. On a appris à vivre. Et moi, je vous assure que si j'avais pas eu mes enfants, je sais pas ce que j'aurais fait, quoi. On est tellement dans la mouise, on sait pas ce qu'on aurait fait, quoi. Et donc, aujourd'hui, ça me permet de relativiser, de me dire, qu'est-ce qui est important? Et c'est ce qu'on s'est dit à cette époque-là. Et c'est ce qu'on se dit encore aujourd'hui, maintenant, avec cette expérience. Et j'espère ne jamais oublier, quoi. Parce que franchement, c'est facile de crier sur le dos d'un quelqu'un qui dit, ah bah t'as vu, il bosse pas, il fait pas assez, c'est un feignant, tout ça. Mais on sait pas ce qu'il a vécu. Après, moi, je pourrais rajouter que j'avais une mère de discours féministe. Et je sais pas si j'avais eu une profession indépendante, si on serait restés ensemble, j'en sais rien. Parce que statut de femme de paysan, c'était rien du tout. Et ta retraite est inférieure à la mienne, alors que t'as bossé largement autant que moi. Bah oui. Bah pas les mêmes choses, mais oui. Ah, bah oui. Et puis élever des enfants, c'est pas important sans doute. Donc on l'a fait ensemble, élever des enfants. On n'aurait pas eu 5 si t'avais pas été là, mais c'était moi qui étais plus présente puisqu'il y avait plein de boulot dehors et plein de boulot dedans. Donc moi je faisais plus le dedans. Et on avait une maison, moi quand j'y pense à cette période-là, je vois la maison toute noire. De temps en temps je me disais mais qu'est-ce que je fous là?
Ah oui, c'est un parcours avec de la sueur et des larmes. Hein. mais j'y tiens beaucoup. Je pense que c'est une formation humaine terrible, quoi. Moi, ça m'a servi d'échappatoire. Donc j'en ai fait jusqu'à ce qu'on se marie assez régulièrement. Je suis flûtiste, ouais. Et puis je chantais. Bah oui, je chantais déjà. Je faisais de l'écolo. Je faisais des colos. Puis on chantait ensemble tous les deux. Tu te rappelles, je lui apprenais mes chants que j'avais connaissais à 2 voix. Tu vois, on les faisait à 2 voix. C'est une chorale à 2. Au fur et à mesure que les enfants sont nés, je chantais. Nous chantions. Ne vous déplaise. parce que ça me faisait du bien, parce que j'aimais ça, et puis ma flûte, je l'emmenais aux anniversaires, j'avais toujours l'espoir de faire chanter un petit truc, si on me demandait, je l'avais, quoi. Mais souvent, elle a pas dû servir, je sais pas. J'avais une flûte à bec dans la voiture, donc souvent je jouais de la flûte à bec dans la voiture. Comme ça, elle le gênait pas. Le chauffeur. Bah oui, maintenant ça me gênait pas, ça me gêne pas. Et puis on chantait. Et puis quand les enfants sont arrivés, on a chanté avec eux. Et puis les vacances, on finissait toujours les repas avec les canons des neveux, les canons des écoles. Et on chantait tout le temps. On chantait pas tout le temps, mais on chantait beaucoup. On chantait régulièrement et il y avait une ambiance, quoi. Et ils aimaient bien. Ça se vit, la musique. Je sais pas si c'est inné, mais ça s'acquiert. Et la musique, elle s'est jamais arrêtée, quoi. À Voici, on chante le plus large possible, le plus varié possible. Donc on chante des morceaux classiques, des morceaux de Negro Spiritual, des morceaux de chansons françaises, qu'est-ce que j'oublie? Des canons de toutes sortes, des chants en étranger, tout style, le plus varié possible. On a même chanté un chant inuit, il y a un moment déjà. Mais... Et cette chorale-là, en 2009, la chef, elle est partie d'une façon un peu abrupte, on peut dire. Oui, sur un conflit, quoi. Donc, moi, je animais le pupitre des altos, parce que on faisait des répétitions de pupitre à cette époque-là. Donc j'animais le pupitre des altis parce que il y avait personne pour le faire et ils ont vite repéré que je me débrouillais assez bien. Donc ils m'ont dit bon Bernadette, tu fais quelque chose? Moi, je dis bah oui, je vais faire l'intérim. On avait un concert un mois après. Hein. Donc j'ai assuré le concert. Et puis ils ont rencontré d'autres chefs, et puis au bout de 4, ils ont dit non mais c'est pas des chefs comme ça qu'on veut, tu continues. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai continué, j'ai fait un petit peu de formation, et puis et j'ai découvert que j'adore ça. J'aime tellement chanter que je crois que ça me fait vraiment plaisir quand les autres chantent, quand les autres découvrent ce plaisir aussi. Et puis la polyphonie, c'est beau, quoi. J'adore ça. Vraiment, j'adore ça. Et puis, je sais pas, je me suis dit que, il y avait pas beaucoup de gens pour faire cette tâche. Alors, allez, faut bien s'y coller. Et je me suis dit, allez, faut essayer, quoi. Faut le faire. Pourquoi pas? Je vais faire un minimum, quoi. Puis, j'ai fait un petit peu de formation. Et puis, ça m'a apporté, des bonnes bases. Dans cet élan-là. Les enfants, ils ont dit, alors vous chantez quoi? Et ils sont venus nous écouter un peu. Tu nous apprends cette chanson-là, tout ça. Et on s'est mis à chanter beaucoup, encore plus en famille, quoi. Et un jour, je leur dis, on se donne un rendez-vous régulier pour apprendre des nouveaux chants et tout ça. J'étais la plus enthousiaste, évidemment. Alors Germain, il dit, ouais, mais on peut inviter des copains. Je dis, oui, tout à fait, oui. Puis il est arrivé quelque temps, il avait trouvé un lieu, quoi. Donc alors là on a fait une chorale. Ils sont là il y a une proportion de jeunes, on n'en est plus vieux là. Ah oui, ce coup-là on n'en est plus vieux, oui. Quand Germain il a trouvé le lieu là au moulin de Haute-Planche,
Donc ils ont dit bon alors c'est quand la chorale à ta mère la qui répète. Et puis c'est resté, ils ont dit bon un jour, je crois que c'est Stipi qui a dit un jour c'est bien la chorale à ta mère. Je dis bon d'accord si vous voulez. Je fais partie d'un groupe de musique traditionnelle. Je joue de la flûte dans cet ensemble-là. On fait danser des gens. L'objectif, c'est faire danser. Des musicales à danser. Depuis toujours, on anime des bals quand on nous demande. Donc, dans tout le Perche, principalement le Perche, on anime des bals, on anime des fêtes, on anime des mariages, voilà. Je vous ai peut-être entendu parler du festival Tradorn. Et avec le festival Tradorn, il s'enclenche plein de choses. On va faire des interventions pour les CM1, CM2. On va leur apprendre le quadrille percheron. On est tombé un peu dedans tout petit, quoi. Pas au même niveau. D'ailleurs, on discute souvent, on n'est pas des mêmes milieux, tous les deux. J'ai une sœur qui était institutrice, et un autre frère qui était institutrice. J'ai plein de frères et sœurs qui sont dans l'enseignement. Et donc, ils organisaient des colos l'été. Et quand ils revenaient au mois d'août, septembre, voilà, ils nous apprenaient, tous les chants qu'ils avaient appris en colo. Nous, on était mômes, hein. On chantait, quand on était une famille nombreuse, on était 6, pas une grande famille comme certaines, mais donc on apprenait ces chants-là. Et ta mère et ton père, ils chantaient. Ah, mes parents et ma mère, elle chantait Takaraboum qui est. Je me rappelle de ça, c'était extraordinaire. Luis Mariano, ma mère, elle chantait ça. Donc on a toujours entendu les gens chanter. Et on chantait aussi avec mes frères et sœurs à la maison, donc. Et puis, moi, je me rappelle des fêtes communales où il y avait la soirée théâtre. Ma frangine, la grande, qui a 10 ans de plus que moi, elle organisait, elle avait monté une petite chorale avec les enfants du pays. Et on chantait 3 chansons. Moi, on chantait Petit tambour, ça va, on chantait ça, mais ça fait longtemps que je l'ai pas chanté. Et donc, on a toujours chanté. Après, en famille aussi, on a toujours beaucoup chanté. Donc ça m'a pas surpris de. Et c'est même peut-être un élément qui fait. On s'est choisi. Et puis après, la chorale, moi j'avais pas chanté en chorale pendant toute cette période où on a eu les enfants et puis on a repris les collines ensemble. Oui, quand on a arrêté l'affaire. Ouais. Se retrouver avec des copains pour chanter, c'est quand même chouette, quoi. S'ils se prennent pas la tête, s'ils se prennent pas pour des Pavarotti, hein, parce que. Puis on aime bien quand Paul se dresse sur les bras, quand on chante, que ça vous met quelque chose, quoi. C'est quand même chouette, quoi. On a tous cet instrument de musique, là. Ouais. Nous, on a vécu avec peu de sous, mais on était riche d'une culture. On était riche on était riche, quoi. D'autres choses. Et je crois qu'on en avait conscience. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Si vous aimez Perchissime, criez-le haut et fort et relayez son actualité sur Instagram et sur Facebook. Merci pour votre écoute et à très bientôt.